Au cœur des terres mandées, où les traditions anciennes et les histoires orales façonnèrent le destin des royaumes, une mystérieuse prophétie résonnait à travers les générations. Elle prédisait qu'une femme, connue sous le nom de femme buffle pour son apparence inhabituelle et son aura mystique, donnerait naissance à un fils. Cet enfant, bien que né dans des circonstances humbles et improbables, était destiné à unir le peuple mandé fracturé et à devenir un roi légendaire dont le nom serait rappelé pendant des siècles. Lorsque Sogolon Kondé, la femme buffle, arriva à la cour royale, sa présence fut accueillie avec curiosité et scepticisme. Pourtant, le roi Maghan Konfata, conscient de la prophétie murmurée par les griots et les voyants, la choisit pour épouse, croyant que le destin l'avait amené à lui pour une raison qui allait bientôt se révéler. Leur fils, Sundiata Keita, vint au monde non pas comme un prince fort et en bonne santé, mais comme un enfant frêle et silencieux qui ne pouvait pas marcher. Sa naissance fut accueillie avec déception et tristesse, car il semblait incarner la faiblesse plutôt que la promesse de grandeur. La cour royale devint un lieu de murmures et de ridicule. Sundiata et sa mère, Sogolon, furent moqués sans relâche, surtout par la première épouse du roi, Sassouma Bérété. Elle voyait Sundiata comme une menace pour l'avenir de son propre fils, alimentant la jalousie et la tension au sein des murs du palais. En grandissant, Sundiata fut contraint de ramper sur le sol, incapable de se joindre aux autres enfants dans leur jeu. Il observait depuis les coulisses, supportant les rires et le mépris de ceux qui ne pouvaient voir au-delà de ses limitations physiques. Son esprit vif et son caractère doux passèrent inaperçus, cachés sous le poids des attentes des autres. Pour beaucoup, la prophétie ne semblait plus qu'une cruelle plaisanterie. Comment cet enfant silencieux et infirme pouvait-il espérer accomplir un destin si grand? Le doute et la déception obscurcissaient les cœurs des villageois et de la famille royale. Pourtant, dans les ombres silencieuses du mépris et de l'isolement, les graines de la grandeur prenaient tranquillement racine. Inaperçu de la plupart, le voyage de Sundiata ne faisait que commencer. Un voyage qui transformerait un jour non seulement son propre destin, mais aussi celui de tout un peuple. L'humiliation publique de Sogolon par Sassouma était plus qu'une attaque personnelle. C'était un spectacle public qui laissait tout le village chuchoter. La honte pesait lourdement sur Sogolon, et sa souffrance était visible pour tous, mais surtout pour son fils, Sundiata. Témoin du désespoir de sa mère, Sundiata fut ému comme jamais auparavant. Pendant des années, il était resté silencieux, incapable de marcher, et objet de ridicule. Mais maintenant, en voyant les larmes de Sogolon, quelque chose s'éveilla en lui. Il parla pour la première fois, sa voix ferme et pleine de promesses. « Mère, je marcherai aujourd'hui. Je ne t'apporterai pas seulement des feuilles de baobab, mais l'arbre entier. » Déterminé à changer son destin, Sundiata fit appel au forgeron du village, une figure respectée pour sa force et son habileté. Il demanda qu'une énorme barre de fer soit forgée, une que aucun enfant ordinaire ne pourrait espérer soulever. Les villageois se rassemblèrent, sceptiques et curieux, alors que Sundiata s'approchait de la barre de fer. Beaucoup doutèrent de lui, chuchotant qu'il échouerait comme toujours. Mais Sundiata saisit la barre à deux mains, le visage empreint de détermination. Avec un effort puissant, il plia la barre et, l'utilisant comme support, se redressa pour la première fois de sa vie. La barre de fer se brisa sous la tension, mais Sundiata se tenait droit, le dos droit et les yeux fiers. La foule se tut, émerveillée par la transformation devant eux. À ce moment-là, Sundiata fit taire ses tourmenteurs et prouva sa force non seulement au village, mais à lui-même. Fidèle à sa parole, Sundiata se rendit à l'arbre de baobab, symbole de résilience et de vie. Avec une force retrouvée, il déracina l'arbre entier et le porta à sa mère, le déposant à ses pieds en signe de son amour et de sa promesse accomplie. À partir de ce jour, les villageois regardèrent Sundiata et Sogolon avec un nouveau respect. Personne n'osa plus les moquer. Leur souffrance avait été transformée en force, et la communauté reconnut la naissance d'un chef. Le lionceau avait trouvé ses jambes, et avec ses premiers pas, le destin du Mandé commença à changer pour toujours. Après la mort du roi Maghan, Sassouma prit le pouvoir pour son fils, forçant Sundiata et Sogolon à l'exil. Errant à travers l'Afrique de l'Ouest, Sundiata apprit de nombreux royaumes, absorbant les coutumes, maîtrisant la diplomatie et gagnant le respect par son caractère, non par son droit de naissance. À Mema, le roi Moussa Tunkara reconnut le potentiel de Sundiata, le nommant vice-roi
et lui enseignant l'art du leadership. La réputation de Sundiata grandit, même si sa patrie souffrait sous le cruel roi sorcier Sumaoro Kante. Le peuple mandé, désespéré d'être délivré, se rappela la prophétie et envoya des émissaires pour trouver Sundiata. Ils le trouvèrent à Mema. Non plus un enfant infirme, mais un chef aguerri, prêt à répondre à l'appel du destin. Le temps du retour de Sundiata était venu. Sumaoro Kante, le roi sorcier, régnait sur le Mandé avec terreur et magie noire, écrasant l'esprit du peuple. Sundiata, avec la cavalerie du roi Moussa et son propre charisme, commença à unir les royaumes fracturés contre Sumaoro. Il voyagea de cour en cour, forgeant des alliances et inspirant l'espoir avec la promesse de la liberté. Des guerriers de nombreux clans rejoignirent Sundiata, attirés par sa vision de justice et d'unité. Il respectait les traditions de chaque allié, gagnant la loyauté plutôt que de l'exiger. La coalition s'amplifia, et le Mandé se prépara à la rébellion. Sundiata n'était pas seulement un conquérant, il était un libérateur, luttant pour l'âme de son peuple. Le terrain était prêt pour une bataille qui déciderait du destin de l'Afrique de l'Ouest. En l'an 1135, sous le soleil ardent et le ciel infini, deux puissantes armées se rassemblèrent dans les plaines de Quirina. Ce n'était pas une bataille ordinaire. C'était un moment où le destin des empires allait être décidé. Un choc de destin qui résonnerait à travers les âges. Sumaoro Kante, le redoutable roi des Soso, se tenait à la tête de ses guerriers. Vêtu d'une armure que l'on disait tissée de magie, il inspirait à la fois terreur et admiration. Sa réputation de cruauté et ses pouvoirs mystérieux le faisèrent paraître invincible, une ombre sur le pays. Face à lui se trouvait Sundiata Keita, l'unificateur prophétisé du peuple mandé. Sundiata avait forgé une puissante alliance, unissant des clans et des royaumes rivaux sous une seule bannière. Sa cause était la liberté, son armée une tapisserie d'espoir et de détermination. La bataille éclata dans le chaos, les boucliers s'entrechoquèrent, les lances volèrent, et les cris des guerriers emplirent l'air. Pourtant, Sumaoro semblait intouchable, sa magie le protégeant de chaque coup. Les armes ordinaires ne pouvaient pas lui faire de mal, et le désespoir menaçait de s'emparer des rangs de Sundiata. Mais l'espoir arriva sous la forme de la demi-sœur de Sundiata, Nana Triban. Elle risqua tout pour révéler un secret. La seule faiblesse de Sumaoro était l'éperon d'un coq blanc. Un détail connu seulement de ceux qui lui étaient d'aller plus proches. Agissant rapidement, Sundiata fabriqua une flèche spéciale, sa pointe ornée de l'éperon du coq magique. Avec des mains fermes et une détermination inébranlable, il laissa la flèche s'envoler. Elle frappa Sumaoro, brisant sa protection et renversant le cours de la bataille. Vaincu et dépouillé de son pouvoir, Sumaoro s'enfuit dans la nature. Son armée se dispersa dans la panique, et le peuple mandé se réjouit alors que l'ombre de la tyrannie était enfin levée de leur terre. La prophétie était accomplie, non pas par la seule force brute, mais par le courage, la sagesse et l'unité d'un peuple déterminé à être libre. L'histoire serait racontée pendant des générations, une leçon d'espoir et de résilience. La bataille de Quirina marqua la fin d'une ère d'oppression et l'aube d'un nouvel âge pour l'Afrique de l'Ouest. La légende de Sundiata fut scellée dans la victoire, son nom à jamais rappelé comme le fondateur de l'Empire du Mali. Le lion du Mali avait triomphé, et un nouvel héritage était né. Avec la victoire, Sundiata convoqua les rois et chefs alliés à Kangaba pour une grande assemblée, le Gabara. Là, ils prêtèrent allégeance à Sundiata en tant que Mansa, unissant leurs terres pour former l'Empire du Mali. Sundiata établit un système de gouvernance partagée, honorant ses alliés et s'assurant que chaque clan avait une voix. La charte du Manden fut proclamée, une constitution orale déclarant les droits de l'homme, abolissant l'esclavage et promouvant la justice et la liberté. Cette charte révolutionnaire lia l'Empire, jetant les bases d'une société juste. Sundiata n'était pas seulement un conquérant, mais un législateur et un visionnaire. L'Empire du Mali était né, destiné à un âge d'or. Sundiata transforma le Mandé en un empire prospère, sécurisant les routes commerciales et assurant la justice et la stabilité. Son histoire perdura grâce aux griots, des historiens oraux qui préservèrent l'épopée pendant des siècles. Le parcours de Sundiata, de paria à empereur, devint un symbole de résilience, d'unité et d'espoir.
il prouva que la grandeur peut surgir des débuts les plus improbables. Les principes de la charte du Manden, concernant les droits de l'homme et la justice, inspirèrent des générations. L'héritage de Sundiata perdure comme un phare de la fierté et du leadership africain. Le rugissement du lion du Mali résonne à travers l'histoire, une histoire intemporelle de courage et de destin.